Alors, chers parents, nous sommes en présence de Lucila Guerrero, artiste en art visuel numérique, autiste Asperger et maman de Luca, diagnostiqué autiste également. Dites-nous, qui est Lucila Guerrero? Même si je vous ai introduit, là, dites-nous qui vous êtes. Parce que Et quand même, quand on entend parler d'une maman qui a des enfants autistes, tout comme moi j'en ai deux, euh, oui, souvent, bon, on peut avoir un petit peu une idée du quotidien, mais euh, quand on entre en contact direct avec la personne en tant que telle, euh, la vision de ce qu'on peut avoir de cette personne-là peut être totalement différente quand la personne elle-même vient nous raconter son vécu et son quotidien. oui, c'est ça. En fait, quand je me présente, je dis Lucila Guerrero est une femme, est une artiste et mère. Comme artiste, et comme personne humaine, je suis engagée pour la cause de la valorisation des personnes autistes. Mhm. Je suis aussi conférencière et auteur d'un livre qui s'appelle Lundi, je vais être Lucas, Mhm. qui a été publié en 2013 par Bayard Canada. Super. Oui. Justement, dans votre livre Lundi, je vais être Luca, vous dites avoir reçu le diagnostic d'Asperger à l'âge adulte. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce diagnostic? Et en fait, j'ai commencé à remarquer ma différence depuis l'adolescence. Mhm. Et j'ai commencé à voir les différences par rapport aux autres personnes. Et je me posais tout le temps des questions du type pourquoi je suis l'exception et pourquoi pas moi, pourquoi les autres, pourquoi moi, pas moi. Oui. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie en faisant des efforts pour agir comme les autres personnes. Et essayer d'imiter, essayer d'être à l'auteur, entre guillemets, euh, des autres. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Et c'est quand je suis devenue maman Oui. et j'ai reçu le diagnostic. Et en fait, c'est quand j'ai fait les démarches pour l'évaluation de mon fils et que je me suis rendu compte que j'avais des caractéristiques autistiques et j'ai reçu mon diagnostic 12 ans après, presque 12 ans après que mon fils. OK. Oui. Donc, Pendant les, c'est pendant les démarches que j'ai, pendant les démarches que j'ai fait pour mon fils, que je me suis reconnue. Ah, OK. D'accord. Caractéristique. Parfait. Oui, c'est Très ça. bien. D'accord. Et quels sont les défis que vous avez eu à relever durant votre enfance ou pendant l'adolescence que vous diriez qui, qui se démarquaient, disons, des autres? Oui, c'est ça. Je pense que le principal, pour moi, toute la vie, le principal, c'est la communication. Mhm. Et c'est que, il y a une chose que je me rappelle fort de mon enfance, c'était, et je pense que c'est le principal, c'est l'impuissance de ne pas savoir comment exprimer ce que j'avais dans mon intérieur. Parce OK. que même si j'avais un vocabulaire, j'ai pas eu de retard de langage, je parlais à l'âge moyen et même en avant, je pense. Mais j'avais des difficultés pour transmettre mon message, pour dire ce que je ressentais. J'avais pas les mots précis. Je savais pas comment dire les choses, ou je savais pas qu'il fallait dire quelque chose. Et en conséquence, parce que je pouvais pas transmettre le bon message, je me sentais incomprise et, Oui. et frustrée aussi. Ah oui, oui, oui. Oh Oui, oui, on peut très bien je comprendre pense ça. que le plus
le plus complexe, je pense. C'est le plus difficile. Oui. Et Oui. puis, dans les rapports avec les autres, comment est-ce que vous vous sentiez? Parce que là, vous dites que vous ne vous sentiez pas comprise du fait de ne pas être en mesure de bien exprimer votre pensée. Mais comment est-ce que vous vous sentiez avec votre entourage à l'école ou comment est-ce que, même au travail ou avec votre famille? Et c'est différent la situation à l'école. Pendant l'enfance, je me sentais j'étais solitaire, j'étais silencieuse, mais je ne savais pas qu'il fallait se faire des amis non plus. Alors, je me rappelle à l'école, je pouvais être seule pendant la récréation. Et des fois, si quelqu'un s'approchait, ok, on jouait. Sinon, j'étais toute seule, je me promenais euh, sans aucune direction définie. Et, mais ça m'inquiétait pas, je me sentais pas mal pour ça. À l'époque, je remarquais pas qu'il fallait faire une amitié, je remarquais pas ça. C'est à l'adolescence que vraiment, j'ai remarqué que j'étais plutôt seule. OK. Et là, oui, je me sentais différent. Ça m'a marqué, j'étais très triste, j'ai fait une dépression, une anorexie aussi. Oh. C'est une époque difficile, l'adolescence. Et au travail, et avec le reste des personnes, et ce qui revient souvent, ce sont les malentendus à cause d'une communication différente qu'on a les autistes et les non-autistes. Et il y a souvent des malentendus sans, des fois, il n'y a aucune mauvaise intention, c'est juste comme ça que ça se donne. Pour moi, si c'est possible de les régler après, je vais reprendre le thème par courriel et essayer de régler les choses. Des fois, malheureusement, on peut rien faire. On ne peut pas rattraper des fois. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Oui. Oui. Mais quand vous dites que parfois il y a des malentendus, est-ce que c'est plus au niveau de décodage, par exemple, au niveau du langage non verbal, de choses, parce qu'il y a beaucoup de non verbal qui est exprimé entre les gens de façon générale, et parfois aussi c'est la façon dont les choses sont formulées. Souvent, il y a des formulations ou bien même le fait de parler. On parle souvent de façon imagée. Hein? C'est ça, exactement. On parle souvent de façon imagée ou bien par des expressions. Oui, le non-verbal, ça reste aussi quelque chose... c'est difficile, même si j'ai beaucoup appris par rapport à ça, à interpréter. Mais dans les messages, comme vous venez de dire, il y a beaucoup le langage imagé, des métaphores, des expressions du quotidien. Ce sont des choses que je n'utilise pas dans ma propre communication. Ma façon de communiquer est plutôt directe, informative, et elle suit ma logique, c'est ma propre logique et mes propres associations. Et ça veut dire que des fois, dans ma pensée, j'ai fait des associations et pour moi, peut-être c'est évident pour l'autre personne, mais l'autre personne n'a pas fait nécessairement la même association. C'est ça. Je pense que mon message a été bien reçu, mais l'autre personne a compris une autre chose. Et ça peut arriver. Et il y a aussi, j'utilise pas tous les langages, par exemple, des compliments. Quand j'ai dit un compliment, c'est vraiment parce que je le sens, c'est pas comme une convention sociale, non, de faire. Oui. Je le dis vraiment parce que je trouve quelque chose beau, je trouve quelque chose intéressant. Et c'est vraiment, ça vient de mon intérieur, non? C'est vraiment. Mais je l'utilise pas comme une convention sociale. À chaque fois qu'on se voit, c'est pas la première chose que je veux dire. Oui, c'est ça. Et puis, comment est-ce que vous voyez que de par votre vécu, de par votre expérience, justement,
par rapport aux relations avec les autres que vous pourrez aider Luca, votre fils, Et à mieux entrevoir, disons, ses propres relations, lui, avec les autres en grandissant? oui, c'est vraiment difficile à généraliser parce que chaque personne autiste est unique. Oui, oui. Et alors, c'est difficile à généraliser, de dire, ça va marcher pour tout le monde. Mais quand même, on peut dire que ce qui va marcher, c'est le respect, l'acceptation, l'encouragement positif. Ce sont des choses que souvent ça marche pour l'estime de soi et pour travailler des comportements, par exemple, avec les enfants. C'est plutôt par l'encouragement, par les explications, par une autre approche que c'est pas du type autoritaire, sinon plutôt par la logique. Oui. Dire, pour montrer s'il s'agit d'un enfant, disons, et donner une règle à suivre et dire on doit faire ça. Par exemple, on doit se laver les mains avant de manger parce que sinon, il y a des microbes, on peut avoir des microbes dans les mains. Et si on dit seulement on devient malade, on peut devenir malade, c'est trop vague. Alors, il faut expliquer les microbes vont rentrer dans la bouche, vont faire des colonies. Expliquer tout ça et qu'est-ce qu'on va voir comme maladie. Non, tu vas avoir mal au ventre, tu vas voir des choses qui te dérangent, non, c'est des choses, mais tout ça, il faut expliquer en détail, plein de choses. Comme ça, une règle va avoir du sens. Si la règle a du sens, ça va marcher. Non? Oui, donc en prenant le temps d'expliquer le pourquoi de Oui. faire certaines choses, plutôt que tout simplement une approche très autoritaire ou militaire, disons. Oui, c'est ça. C'est pas seulement c'est parce que je suis ta maman, non? C'est C'est parce ça, que voilà, tout à fait. oui, on peut dire je suis ta maman, je t'aime, je m'inquiète, je voudrais que tout ça marche bien dans ton entourage, que tu te fasses des amis, que tu te fasses pas rejeter, des choses comme ça. On peut l'expliquer, mais il faut expliquer les conséquences naturelles d'une action. C'est ça. Non, si par exemple, si on n'est pas gentil avec les autres, on peut être rejeté. On va pas avoir des amis si on n'est pas gentil, une chose comme ça. Non sais. Oui, Donc, donc expliquer pourquoi, non? C'est très important. donc le fait de passer par une explication logique, ça ne veut pas Oui, dire, comme vous disiez tout à l'heure, que ça s'applique à nécessairement tous les enfants parce que chaque cas est unique, ça j'en conviens parfaitement. oui, oui, Mais pour bien des enfants, ça peut être une piste pour les aider à cheminer le fait de prendre le temps d'expliquer pourquoi adopter tel comportement, de l'expliquer euh, par la logique, là, de raisonner avec eux sur quelque chose que ce soit euh, plutôt que d'essayer de les prendre par les émotions ou bien que ce soit simplement parce que euh, c'est moi qui ai dit ça, tout simplement. oui, c'est ça. Et aussi décortiquer le plus possible la situation, le faire le plus concret, le plus simple, le plus compréhensible. Et des fois, ça marche bien les dessins, dessiner la situation, par exemple, dessiner un enfant et dire, cet enfant c'est toi, et dessiner, par exemple, la pensée de l'enfant et dire, maintenant, l'enfant est en train de penser ça, ou représenter une situation avec les dessins, ça aide à comprendre, non? Super, Ça, oui. c'est un autre enfant, ou ça, c'est moi, et je suis en train de penser ça à ce moment-là. Et expliquer une situation avec les dessins. Et des fois, les vidéos, maintenant qu'on a accès à l'Internet, il y a plein d'informations visuelles. Oui. Ça aide beaucoup aussi pour les explications. Surtout quand ils sont plus petits, c'est
plus visuel, des pictogrammes, des fois. Ici, à la maison, les pictogrammes avec un enfant, ça ne marchait pas trop, mais les pictogrammes d'objets, oui. OK. Parce que quand c'était un autre enfant, il reconnaissait un autre enfant et pas lui. C'est une chose. Des fois, les photographies aussi, de prendre les photos, les mêmes enfants, ça peut marcher. C'est ça, ça dépend du besoin de chacun. Oui, c'est ça. Et il y a plein de choses qu'on pourrait essayer, mais si on part de la base du respect, de l'accepter comme il est et de le guider plutôt que, je ne sais pas comment dire, d'essayer de le faire changer radicalement. Oui, tout à fait, tout à fait. De l'accepter comme il est et juste le guider pour que ça marche mieux, pour faire son quotidien plus agréable. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et dites-nous, quels sont les outils que vous avez employés personnellement pour mieux composer avec votre réalité et les défis rencontrés au quotidien? Et les explications et tout ça que je venais de dire, mais aussi, je faisais des horaires. Des horaires, j'ai fait tout le temps, même avant de parler d'autisme ici. Et des tableaux de récompense. Okay. Des tableaux de récompense, par exemple, avec des étoiles, quand il était plus petit. Et après, ça a évolué avec des points. Ensuite, je ne fais pas le tableau de récompense comme tel, maintenant que mon fils a 9 ans, mais on peut donner des points et c'est juste verbal, ça reste verbal. C'est ça, de l'encouragement verbal aussi. Oui. Il y a des prix ou quelque chose de façon spontanée, que félicitations, tout le temps des félicitations, des bravo. Oui. D'encourager tout ce qu'il fait bien et pour qu'il se sente accepté, qu'il sent qu'on valorise son effort. Et moi, personnellement, je préfère valoriser l'effort que la performance. Alors, c'est pas grave si tu arrives à tout faire. Mais si mais j'apprécie l'effort, non? C'est ça. Mais dites-nous aussi, pour vous, par exemple, quand vous avez eu le diagnostic, en faisant les démarches pour le diagnostic de Luca, quand vous avez eu votre propre diagnostic, est-ce que bon, probablement qu'il y a eu des déclics qui se sont faits, vous avez pu mieux comprendre certaines situations que vous avez vécues, pourquoi est-ce que ça s'est passé de telle façon? Est-ce qu'il y a des outils à ce moment-là que vous avez mis en place ou bien que vous avez décidé de prendre une certaine direction pour pouvoir mieux fonctionner dans vos rapports avec les autres, ou bien ça vous a juste amené un certain soulagement? Est-ce que vous avez été chercher certaines informations pour mieux composer avec cette nouvelle réalité, disons? Oui. Il y a la première chose, oui, effectivement, c'est le soulagement. Et c'est l'acceptation et savoir que ça enlève la culpabilité de se sentir différent et de ne pas être capable d'être comme les autres. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Après, c'est toute une recherche intérieure, c'est tout un processus qui a duré des mois où j'ai commencé à comprendre, à me connaître, à comprendre pourquoi de chaque caractéristique et à moi-même développer des outils pour certaines choses. Par exemple, quand j'ai appris que je communique d'une façon différente que les autres, et j'ai commencé à m'adapter à ce type de communication. Et quand j'ai compris que la personne non autiste, normalement, de sa propre nature, communique en cherchant une émotion dans l'autre personne. Alors, j'ai commencé à percevoir ces communications de cette façon et à
savoir répondre aussi, non? Si la personne cherche à être gentille avec moi, à gagner ma confiance ou à briser la glace, et des choses comme ça, j'ai commencé à comprendre, à analyser à chaque fois que je parle avec une personne, ça vient, c'est pas seulement le mot qui transmet, ça transmet une autre intention Oui, de communication. l'interprétation. Oui, oui, c'est ça. Super. Et je sais aussi, j'étais plus consciente de l'utilisation du langage. Et quand on utilise une expression et qu'on me l'explique, c'est juste une fois, la prochaine fois, je vais comprendre. J'essaie aussi de décoder le langage, non? Je dis, si je l'interprète de façon littéraire, ça va donner un absurde, alors ça doit être une expression, non? Et analyser aussi le contexte pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais oui, il y a une amélioration dans ma vie, oui, ça, c'est certain. C'est un travail personnel, non? Oui, des recherches que j'ai fait, de lecture, de l'effet d'être en contact avec des autres personnes, adultes, autistes. Fantastique. Oui. Et quelles sont les sphères de la vie où vous diriez que vous avez, dans lesquelles vous avez le plus de facilité? Je pense tout ce qui est où je peux employer ma logique, par exemple la planification, je suis bonne pour planifier, pour analyser, pour résoudre des problèmes, tout ce qui a rapport avec la logique, une analyse. Et je suis très bonne en informatique et avant j'ai travaillé dans le développement de logiciels. Et je pense que ça c'est mon côté le plus fort. Et j'ai un côté créatif, artistique aussi. Ça c'est, alors tout ce qui est académique et travail, exécution de travail, c'est bien. C'est très très bien, c'est mon côté fort. Mon côté moins fort, c'est le social. Oui, la communication, le social. Il y a aussi l'hypersensibilité, parce que j'ai une hypersensibilité auditive. Et il y a certains sons qui m'agressent. Par exemple, les bruits de machines, comme le métro. Oui. Les bruits des voitures, de l'autoroute. C'est vraiment épuisant. Non? Ça fait du mal. Mais mon niveau de tolérance, je dirais qu'il est variable. Il y a des jours où c'est plus fort, il y a des jours que c'est moins. Non? C'est variable. Du côté de perception sensorielle, c'est un autre, je dirais que c'est un autre défi au quotidien. OK. Puis au niveau justement des hypersensibilités, est-ce que ça, vous diriez que vous en étiez consciente avant votre diagnostic ou bien c'est plus au fur et à mesure là, que vous vous êtes rendu compte de ça? Mais j'étais consciente, mais je ne savais pas le définir, je ne savais pas c'était quoi, non? Je ne savais pas donner un nom à ça. Ah, ok. Mais oui, j'étais confiante, je savais qu'il y avait certaines voix, ton de voix de personnes qui m'agressaient, par exemple, ou quand il y avait beaucoup de monde, je devenais facilement fatiguée. Ouais. Rentrant à la maison, si je venais d'une fête où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de mouvements, et de retour à la maison, j'entendais encore tout le bruit dans ma tête pendant quelques heures, 3 heures peut-être. Wow! Pour me reprendre. Mais ça existait, je ne savais pas que... je le vivais seulement, mais je ne savais pas définir, je ne savais pas les concepts, je ne savais pas comment ça s'appelle. Ouais. Oui. Et puis quand vous observez les comportements sociaux autour de vous, là, de gens dits neurotypiques,
Quelles sont les incohérences que vous notez le plus souvent? Mais le langage, mais il y a des choses que je dirais j'aime pas parce que ça me met face à mes propres difficultés. J'aime pas les ironies, par exemple. Mhm. C'est trop compliqué pour moi et alors ça me montre comment je suis vulnérable dans ce sens. Alors j'aime pas ça, les ironies. Et il y a aussi, je trouve beaucoup de non-sens, d'illogique, mais ça je le trouve partout dans les systèmes sociaux. Ce sont des choses que je vois plus que partout, des choses que c'est pas logique. Je dis, ah, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas maintenant donner un exemple concret, mais c'est quelque chose que je vois partout, tout le temps. C'est plein de choses que je dis, ah, non, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça? Ça n'a pas de sens. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a des façons de fonctionner, des conventions sociales, disons, que vous pensez dont on pourrait se passer, euh, que ce soit la zizanie ou, je sais pas moi. Et je sais pas, j'aime les gens, j'aime avoir, être entourée des amis, j'aime les gens en fait, mais euh, si je rencontre des gens, à certains moments, je vais être fatiguée. Et ça dépend du type de rencontre, ça dépend de plusieurs facteurs. Disons ma durée de tolérance, mais il y a un moment où je deviens fatiguée de ça. Mais ça me fait du bien aussi d'être en contact de personnes. Quand Oui. je suis en contact de personnes qui sont comme moi, c'est encore plus facile parce que je peux être vraiment naturelle. Je sais que je ne dois pas faire des efforts pour comprendre l'autre personne. Je sais que l'autre personne va dire directement les choses, qu'il n'y a pas une arrière-pensée, qu'il n'y a rien en double sens. Oui. Alors, c'est plus facile que quand c'est une personne non autiste où je dois faire plus d'efforts, je dois être plus concentrée, et penser vite à quoi dire, et sans provoquer des malentendus, des choses comme ça. ¿No? Mais il y a un moment où je deviens fatiguée. Ça, c'est certain. On Oui. dit souvent que les autistes ne savent pas mentir et quand j'observe mes enfants, je pourrais pas dire qu'ils ne mentent pas parce que ça leur arrive quand même de dire que ils n'ont pas croqué le biscuit, mais on voit une petite miette là. On voit Ah une oui. petite miette, on voit bien que c'est eux qui ont croqué le biscuit. Oh, Mais quand même, pour certaines choses, je vois quand même que il pourrait être très vulnérable dans certaines situations, puisque dans les rapports avec les autres, particulièrement, euh, il semble quand même être des gens qui s'attendent à ce que les autres soient toujours sincères sur toute la ligne et je pense que leur premier réflexe, c'est même dans leur soi-disant tentative parfois de mensonges pour ne pas se faire, se faire prendre, uh-huh. ils se dévoilent eux-mêmes. Oui. Donc ça, est-ce que c'est le genre de choses que vous diriez que euh, au niveau de, des contacts, des rapports sociaux, est-ce que c'est quelque chose que vous observez qui pourrait faire en sorte que les personnes autistes pourraient être plus vulnérables dans les rapports avec les autres Oui. et risquent d'être peut-être
de subir peut-être une sorte d'abus à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il y a une naïveté. Ça revient souvent avec les gens que je connais. Et on a tendance à faire confiance aux autres personnes C'est parce qu'on ça, a voilà. que les personnes sont également sincères que nous. Et je ne dirais pas qu'on n'est pas capable de mentir. On pourrait mentir peut-être si c'est justifié, si c'est planifié, mais de façon comme ça, spontanée, et parce qu'on aime beaucoup ce qui est juste, l'exactitude. C'est ça. Alors, comme ça, on ne va pas mentir juste pour mentir, comme ça. Non. Et même mon fils, quand il a fait quelque chose, il va me dire, non, j'ai fait, mais je me suis pas rendu compte. Chose comme ça. Mais il va le dire qu'il l'a fait. C'est ça. Mais par exemple, pour dire un mensonge que j'ai dit, et quand j'ai réalisé que ma mère avait beaucoup souffert à cause de moi, je me suis promis que j'allais jamais faire de la peine avec une mauvaise nouvelle. À chaque fois qu'elle m'appelle, même si ça va pas du tout, je vais dire oui, ça va bien et je vais essayer de faire ma voix comme si rien se passe. Et pour moi, c'est une chose justifiée, c'est déjà accepté, c'est déjà vraiment dans ma tête que je vais jamais dire à ma mère que ça va pas. Ouais. C'est pour donner un exemple, non? Des choses qu'on croit que c'est plus justifié de dire un mensonge, non? Que ça vaut la peine, qu'il y a du sens. Oui, mais le premier réflexe, c'est d'être sincère, c'est d'avoir le cœur ouvert et de s'attendre. Surtout, je pense que ce qui est là où la vulnérabilité Oui, il y a des peut personnes qui peuvent s'inscrire, Pardon? il y a des personnes qui pourraient profiter de notre naïveté. C'est ça, parce que je pense que là où on peut être vulnérable, c'est le fait de s'attendre à la même chose automatiquement, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. C'est ça, exactement. Moi, j'étais déjà exploitée côté travail, qu'on ne me payait pas, par exemple. Non, on me faisait de la reconnaissance, des bravos, des félicitations, et choses comme ça, non? Mais oui, il y a plusieurs façons où on pourrait être vulnérable et qu'on profite de notre confiance, de notre nature sincère, non? Oui, oui. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de votre livre maintenant. Ok. Oui, dites-moi pourquoi est-ce que vous avez écrit Lundi, je vais être Luca? Et ma première idée, c'était de laisser un témoignage à mon fils sur son histoire. Un témoignage qui aussi portait un message sur le droit qu'on a chaque personne d'agir selon notre nature, selon la personne qu'on est. Alors, j'ai dit, je voudrais laisser un témoignage à lui, tout ce qui s'est passé, son histoire par écrit. Oui. Je savais, quand j'ai terminé, je ne savais pas si j'allais publier, je ne savais pas, j'étais en train de réfléchir. Et quand je me suis rendu compte que ça pourrait aider aux autres personnes, un jour, dans une conversation avec une autre fille, par exemple, elle m'avait dit, et ça m'a fait beaucoup la peine, parce que je trouvais ça injuste, un spécialiste, un travailleur social, quelqu'un lui avait dit, si jamais tu as un enfant, tu ne serais pas capable de t'occuper de ton enfant. Et j'ai dit non, mais c'est pas ça, non. On pourrait bien prendre notre responsabilité comme parents et si on le prend comme responsabilité, ça va être très sérieux. Et même, on pourrait tout laisser pour s'occuper, pour répondre aux besoins de nos enfants. Et ça a été ma première motivation. Voilà, c'est ça. C'est souvent les circonstances qui peut nous aider à cheminer. Oui. C'est ça.
Et Oui. pour les gens qui n'ont pas encore lu votre livre, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé pour Luca. Et l'histoire, c'est vers l'âge de 12 ans et demi, Mhm. et mon fils a commencé à refuser son prénom. Et il voulait qu'on l'appelle Train Bleu. Tren Et c'est azul. Train Azul, oui, en espagnol c'est Train Azul. Mhm. Et c'était inspiré de Thomas le Petit Train. Et, et au début, je dis, ok, c'était comme un jeu. Mais je suis allée consulter la pédiatre après 6 mois Oui, et elle m'a fait la référence au pédopsychiatre. oui. Et c'est lors du premier rendez-vous avec le pédopsychiatre qu'il m'a parlé d'un type d'autisme. Et toute l'histoire de nos démarches, ça a commencé, non c'est, Oui. c'est un peu ce qui a... ça a été la raison d'avoir commencé les démarches. Et comment va Luca depuis son diagnostic? Il va bien. Il va bien. À la maison, ça se passe très bien. Vraiment, on vit en harmonie, on planifie nos activités, on rit, on s'amuse. Maintenant, à l'école, ça va bien. Super. Et il a été dans une classe spécialisée avant. Mhm. Et pendant une époque, ça a été bien. La classe spécialisée, il était bien. Oui. Mais dans un certain moment, c'était plus adapté pour lui. Mhm. Et il était plutôt en souffrance. Alors, on a changé d'école et maintenant, ça va très bien. C'est une école, l'école de quartier. Ah, mais Notre c'est école, une bonne nouvelle. c'est une classe régulière. Et ce que je trouve, mais je pense que c'est une chance quand même de trouver une école qui est très ouverte et voit la personne avec ses caractéristiques et comment on pourrait faire pour s'adapter, pour faciliter son apprentissage. Oui. Et ça va très bien. Fantastique. Oui, Fantastique. Félicitations, hein? Bravo, hein? oui, c'est Bravo, aussi parce que c'est pas facile, hein? C'est quand même un travail de longue haleine. oui, oui, non, c'est pas facile du tout parce que le travail continue, c'est à tous les jours, il y a plein de choses à expliquer C'est ça. et côté académique aussi, toutes les choses, on a souvent une autre façon d'apprendre. Ah oui. Alors, il faut expliquer les choses d'une autre façon aussi. Oui, oui. Et tous les matériels de l'école, c'est pas conçu pour la pensée autistique et C'est il faut ça, les c'est poser ça. aussi. Mhm. Ouais, ça, c'est mon travail à la maison à tous les jours aussi, de les soutenir, tout ce qui est académique et social. Comment vous diriez que vous adaptez, disons, euh, le, le matériel d'école à sa compréhension quand il doit faire les devoirs, par exemple? Et on va plutôt c'est vraiment de façon empirique. À chaque jour, je vois s'il a compris le concept. S'il n'a pas compris, et je dois chercher la façon d'expliquer d'une autre façon. Si ça ne marche pas, j'essaie de trouver une autre façon. Je cherche sur Internet ou à la bibliothèque. Comment expliquer, non c'est... Et ça revient tout le temps des dessins, des exemples, des situations. Mhm. Ça dépend. Si c'est par exemple des explications à propos des expressions qui se trouvent dans les livres, dans la lecture, et avec des exemples, souvent ça marche, avec des exemples, des comparaisons. Mhm. Oui, Bravo. oui. Dans votre Pour, livre, vous mentionnez avoir noté des changements positifs au niveau de ses modulations sensorielles, son humeur et même au niveau de sa concentration après avoir appliqué un régime sans gluten et sans caséine pour Luca. oui, on les suit jusqu'à date, les deux. Mhm. Et ça va être peut-être 5 ans. Ça fait longtemps qu'on les suit, on est bien habitué. Et côté sensoriel, ben, je ne peux pas dire avec
certitude que ça a aidé, mais c'est une coïncidence en tout cas parce qu'on a commencé la diète sans gluten et sans caféine. On a commencé en même temps la prise d'oméga 3 et on a vu des changements au niveau sensoriel. Au niveau digestif, pour moi, c'est vraiment, ça va de merveille. Alors, je pense que ça nous fait du bien. Et tout ce qui est, par exemple, sensibilité à la lumière, et plus de concentration, oui. Non, oui, c'est... Et pourquoi Les est-ce que pourquoi est-ce que vous avez entamé ce type de régime? Et quand c'est la personne qui m'a mis sur la piste du régime, c'est une personne de l'ATDM, d'Autisme Montréal, et que j'ai contacté aussitôt que j'ai eu le diagnostic. Et elle m'a parlé de ça comme possibilité. Et tout de suite, j'ai dit, je pense pas, parce que mon fils n'a pas de problème digestif, alors je crois pas que ça va marcher. C'est ça, il y a beaucoup de parents qui disent que mon enfant mange bien, il n'y a pas de problème d'alimentation, il va bien aux toilettes, il n'y a pas de problème digestif. Donc pourquoi est-ce que je ferais un régime comme celui-là? Oui, je me disais la même chose. Et moi aussi, je disais, j'ai pas de problème digestif, mais en fait, j'en avais, sauf que je pensais que c'était normal pour tout le monde. Et, mais dans ma tête, restait l'idée, et qu'est-ce qui se passerait si oui, est-ce que si ça marche? Alors j'ai dit, finalement, je perds rien à essayer. Et j'ai commencé à essayer et vraiment, je me sentais bien, vraiment bien. Côté digestif, c'était léger, c'était aucun problème. Et j'ai vu qu'on allait bien, les deux. Non sais. Et au niveau sensoriel, qu'est-ce que vous avez vu comme différence depuis que vous avez que vous mangez comme ça? Et pour moi, c'est les côtés auditifs, c'est mieux pour supporter. Par exemple, avant, j'allais au centre commercial un dimanche. C'était vraiment insupportable. Maintenant, ça va, c'est correct. C'est pas toujours très facile, mais c'est correct. Je peux y aller. Et il y a des choses, rentrer dans un cabinet pour essayer un vêtement, des choses comme ça qu'avant je ne supportais pas, c'était trop difficile. Maintenant, ça va. Et j'avais aussi... ce sont des changements, je ne peux pas assurer que c'est à cause de ça, mais ce sont des changements et c'est en même temps, non? Ça a coïncidé? Oui, Ok. oui. Alors, ça se peut. Mais ça reste encore, ça reste toujours que peut-être pas, non? Et j'étais extrêmement exigeant par rapport à l'ordre des choses. Et si on déplaçait un objet 5 centimètres de la place que j'avais donnée au mois, c'était vraiment non, il faut ranger, il faut le retourner à sa place 5 centimètres. Okay? Maintenant, ça me dérange pas si c'est déplacé 5 centimètres. J'aime beaucoup tout dans sa place, mais ça me dérange pas un petit, ça me dérange pas des choses comme ça, non, que c'est pas trop. Ok. Et dites-nous, par exemple, si Luca, si vous auriez eu Luca au Pérou, est-ce que la façon que vous aviez eu l'habitude de manger ici au Canada, est-ce que vous pensez que il aurait eu ce même type d'alimentation-là ou bien ça aurait été différent qu'ici? Je pense qu'au Pérou, l'alimentation, c'est plutôt bio parce que c'est plus naturel. Et surtout dans la ville où j'habitais, qui la production de fruits produits à la mer, et on achète directement aux producteurs, au marché. C'est plus bio qu'ici, réalisé. Et je sais pas, peut-être ça serait mieux, notre alimentation là-bas, non sais. Et pour vous, personnellement, comment est-ce que ça se passe au quotidien? Comment est-ce que vous vous sentez? Et
côté, il y a mon côté travail que j'aime beaucoup, tout ce qui est ma production artistique. Côté, j'essaie aussi de développer ma petite entreprise en graphisme, photographie. Et j'ai aussi mon engagement au mouvement Haute Créatif, dont je suis cofondatrice avec Antoine Moulette. Et on essaie de les tenir et de les faire avancer. Et mes conférences, tout mon engagement à notre cause. En même temps, il y a ma responsabilité à la maison, toutes les tâches de la maison, ça c'est le plus difficile au quotidien. J'aime pas la cuisine parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais je le fais quand même. Non? Je termine ma journée fatiguée. Oui, on comprend. Oui, je le fais. Ça. Ouais. Oui. Dans votre livre, vous dites à la page 93, « Je souffrais aussi du manque de sommeil et de la fatigue accumulée depuis l'accouchement. Je n'avais aucun moment de répit. De plus, je suis persuadée que le soutien d'une personne pour analyser la situation et trouver des solutions avec moi, sans me juger, aurait été très rassurant. » Qu'est-ce que vous souhaitez le plus maintenant? Je dirais la même chose. Parce que des fois, quand je parlais ma manque de sommeil ou des choses qui se passaient difficiles, à l'époque, j'avais un travail social. À l'époque, Lucas était en évaluation. Il y avait un travail social qui parlait avec moi, mais elle m'écoutait. Mais il n'y avait pas de solution concrète. J'aurais voulu une personne qui s'asseoir, analyser avec moi les situations. Et jusqu'à date, je pense que au lieu, parce que des fois on me proposait, est-ce qu'on pourrait trouver un endroit pour du répit, vous laissez votre enfant là-bas et vous passez la fin de semaine à faire une autre chose. Mais moi, je disais ça ne serait pas du répit parce que je savais qu'il n'était pas prêt à se séparer de moi en fin de semaine. J'allais être inquiète, il n'allait pas être bien. Mais ce qui allait m'aider, par contre, ça serait le fait d'analyser mes situations. Non? Mon père disait souvent, il y a deux cerveaux pensent mieux que un. Oui, oui. Alors, c'est ça, non? C'est quelque chose de se sentir qu'il y a une personne qui s'intéresse à nous et à notre situation, et sans juger, sans vouloir imposer ses idées, juste apporter une autre vision, peut-être, de voir comment on peut faire autrement. Oui. Oui. Vous savez ce qui me touche le plus dans votre livre et qui rejoint aussi ma vision en tant que maman, c'est quand vous dites: si je devais transmettre un message aux parents à partir de mon expérience, je dirais seulement: écoutez votre intuition, écoutez votre enfant. C'est vous qui le connaissez le mieux. Ouais. Est-ce que le temps qui passe, qui continue de passer, vous confirme ça quand vous voyez Lucas grandir? Oui, absolument, je le confirme. Et je dirais aussi, je pourrais ajouter que nous, les parents, on devient les experts de notre enfant. Voilà. C'est pas les autres personnes sont là peut-être pour nous soutenir, pour apporter des idées. C'est ça. Mais nous, les vrais experts de notre enfant. Et surtout quand on prend le temps de les écouter, d'observer, de valider sa façon de communiquer, parce que des fois, l'enfant peut communiquer d'une façon indirecte. Par exemple, si l'enfant voudrait un jouet qui est en haut, il pourrait dire j'aimerais avoir des ailes et j'aimerais pouvoir grandir.
En réalité, il voudrait dire j'aimerais que tu me donnes le jouet qui est à nous, qui est à eux, mais il ne sait pas encore comment dire. C'est ça, c'est ça. Des fois, la communication peut être indirecte. Il faut analyser, mais quand on les connaît, on va savoir qu'il y a quelque chose en arrière, qu'il y a quelque chose qu'il veut dire qu'il ne sait pas comment. Exact. Et donner, et faire la phrase pour lui, non? Oui. Que je te donne ça, ok. Et comme ça, il va apprendre à demander. Oui. Oui. Ah, c'est Mais merveilleux. c'est vraiment dans l'écoute, dans l'observation, le temps qu'on va passer avec nos enfants, on va apprendre à les connaître. Mhm, Oui. tout à fait. Et dites-nous, quelle est l'adresse de votre site web où l'on peut admirer vos œuvres, vos peintures, vos belles photographies? Et mon site web, l'adresse c'est Mhm, www.lucilaguerrero.com. mhm. Dans mon site web, il y a quelques galeries. Je partage aussi des autres photographies ou peintures sur ma page Facebook, on peut faire la recherche sur Facebook, Lucila Guerrero, artiste. Et il y a aussi que je présente des expositions que j'annonce, des expositions dans des photographies, des expositions publiques, et je l'annonce sur mon site web ou sur Facebook, non, sur les réseaux sociaux. Super. Donc, sur votre site, sur votre Facebook, vous faites les annonces et sur votre site web aussi, quand Oui. Et vous après, je exposez? publie des photographies, des événements. Oui. D'accord. Et est-ce que Oui. c'est à la même adresse que l'on peut commander votre livre au www.lucilaguerrero.com? Oui, c'est ça. Oui, un message, il y a une adresse courriel sur le site, il y a un formulaire de contact, on peut me contacter. Et À quelle adresse courriel qu'on peut vous contacter? c'est info@commerciallucilaguerrero.com. Moi, je peux faire la livraison du livre, je peux le vendre. Sinon, il se trouve aussi en librairie. Il y a sur Internet la version numérique. Vraiment, il y a partout dans les librairies, je pense qu'il est encore disponible. Mais sinon, on peut me commander directement, moi. Super. Mhm. Alors, merci infiniment, Lucilla. Merci de partager avec d'autres familles votre précieux vécu. Nous vous voyons sous l'angle de la maman de Luca, sous l'angle de la femme professionnelle, l'artiste. Et toutes ces belles facettes sont réunies en une seule et même personne. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuité. Ah, merci à vous. Merci de cette occasion de diffuser le message. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Et bonne continuation aussi. Prenez bien soin de vous, hein. Mhm. Merci. Alors, bonne soirée et gros bisous à Luca. Ok, merci. Au Merci revoir. beaucoup.